L'air sentait la terre fraîche et le parfum coûteux, une combinaison qui entrait Madame Rebecca Donald pour le reste de sa vie. Elle était assise au premier rang des chaises en plastique blanche disposées devant le cercueil de son fils, un voile noir couvrant son visage, ses mains serrant un mouchoir depuis longtemps trempé de larmes. La bordure en dentelle de sa robe noire flottait légèrement dans la brise matinale. Autour d'elle, le cimetière était rempli de personnes en deuil, des employés de Donald Enterprises dans leurs costumes sombres, des voisins de Sunrise Estate tamponnant leurs yeux, des partenaires d'affaires murmurant des condoléances, et même les vendeurs de rue qui connaissaient James pour son jogging matinal. Car c'était ça, James Donald, tout le monde l'aimait. Les gardiens, les domestiques, les PDG, peu importe qui vous étiez. Si vous rencontriez James, vous repartiez en sentant que le monde était un peu plus lumineux. Et maintenant, il était parti. Le pasteur William se tenait devant le cercueil en acajou luisant, sa Bible en cuir usé ouverte à l'Ecclésiaste. Sa voix était solennelle, entraînée, la voix d'un homme qui avait présidé trop d'enterrements. Il y a un temps pour tout, entonna-t-il, et un moment pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Non. Le mot déchira le cimetière comme un coup de tonnerre. Toutes les têtes se tournèrent. La voix du pasteur s'éteignit au milieu de sa phrase. Même les oiseaux dans les arbres semblèrent cesser de chanter. À l'arrière de l'assemblée, se frayant un chemin à travers la foule des endeuillés comme une femme possédée, il y avait Lolo. Elle portait sa robe violette habituelle, déchirée, tachée, effilochée au bas, le genre de robe qui avait probablement été belle autrefois, peut-être des décennies auparavant. Ses pieds étaient nus, couverts de la terre rouge de la gosse. Ses cheveux formaient un nid sauvage de gris et de noir, emmêlés et non peignés, s'élevant dans toutes les directions comme si elle avait été frappée par la foudre. Son visage était buriné et marqué, sa peau assombrie par des années sous le soleil. Mais ses yeux brûlaient d'une lueur qui ressemblait à une pure désespération. « Non, non, non !» cria-t-elle, poussant un homme en agbada coûteux qui trébucha en arrière, le visage tordu de dégoût. « Il pas mort. Il pas mort. » Jésus-Christ, murmura quelqu'un dans la foule. Qui a laissé entrer cette folle? C'est un enterrement, pas un marché. Une autre voix siffla. Qu'on la sorte d'ici. Mais Lolo n'écoutait pas. Elle se dirigeait vers le cercueil avec une détermination farouche. Ses bras s'agitaient, sa voix s'élevait de plus en plus à chaque pas. Il vivant. Il vivant. Pas mort. Pas mort. Madame Donald releva légèrement la tête, son chagrin momentanément percé par la confusion. À travers la dentelle noire de son voile, elle pouvait voir Lolo avancer en trébuchant, des larmes coulant sur son visage buriné, laissant des traces propres dans la saleté de ses joues. À 3 rangées de là, parfaitement composée dans une robe Chanel sur mesure, se tenait Émilie. Son maquillage était impeccable, malgré les larmes délicates qu'elle tamponnait avec un mouchoir en soie. Son rouge à lèvres rouges était parfait. Ses lunettes de soleil de créateur reposaient élégamment sur sa tête. Ses jumeaux l'encadraient de chaque côté. Le garçon dans un costume noir impeccable, la fille dans une robe noire modeste, tous deux la tête baissée dans ce qui semblait être une tristesse sincère. « Sauvez-le! Sauvez-le » hurla Lolo, sa voix se brisant, puis son doigt osseux jaillit, pointant directement Émilie comme une accusation. « Elle méchante! Elle méchante! Elle l'a tué !» La foule octa. Les murmures éclatèrent comme un feu de broussailles. Le visage d'Émilie blêmit sous son fond de teint. « De quoi parle-t-elle » dit-elle fort, sa voix teintait juste ce qu'il fallait de confusion et d'offense. « Pourquoi cette femme me pointe-t-elle du doigt ?»« Elle méchante !» cria encore Lolo, maintenant à quelques pas du cercueil. Sa voix était brute, primitive. « Elle poison! Elle poison! Sauvez-le! Il vivant! Monsieur James vivant !» C'en était assez. Big Joseph, le chef de la sécurité de l'esthète, une montagne d'hommes aux épaules comme un cadre de porte, s'avança. Ses mains massives se tendirent vers les frêles épaules de Lolo. « Allez, Lolo! Ce n'est pas l'endroit. » Lolo pivota vers lui avec la vitesse et la férocité d'un animal acculé. Sa main jaillit et saisit une branche épaisse sous un arbre à proximité. Avant que Big Joseph ne puisse cligner des yeux, elle la balançait vers sa tête. « Me touche pas, grogna-t-elle. Touche pas. Il vivant. Vivant. » Big Joseph leva les mains en signe de reddition, reculant. 2 autres agents de sécurité tentèrent de s'approcher par différents angles, mais Lolo balança la branche en un large arc, et ils reculèrent tous deux. « Elle est complètement folle, » murmura quelqu'un fort. « Qu'on appelle la police. C'est irrespectueux. On essaie d'enterrer l'homme. » Les murmures s'amplifièrent, devenant un bourdonnement de confusion et d'irritation. Le pasteur regarda Madame Donald avec impuissance, visiblement incertain de la marche à suivre.
Et à travers tout cela, Lolo continuait de crier « Sauvez-le! Sauvez-le! Elle méchante? Il pas mort? Pas mort !» Elle était maintenant au cercueil, son arme improvisée tombant au sol alors qu'elle atteignait le bois poli avec des mains tremblantes, couvertes de saleté. Ses doigts grattaient le couvercle, essayant désespérément de l'ouvrir. « Éloignez-la de là !» La voix d'Émilie retentit, aiguë et autoritaire. Comment ose cette folle poser ses mains sales sur lui? Que quelqu'un fasse quelque chose. 3 autres hommes s'avancèrent, mais Lolo se retourna et cria avec une telle angoisse brute qu'ils se figèrent. « Touche pas! Touche pas! ILVIVANT! Monsieur James vivant !» Et puis, coupant à travers le chaos comme un couteau, une voix que tout le monde reconnut. « Arrêtez !» Madame Rebecca Donald se leva. Elle avança lentement, son voile noir flottant alors qu'elle marchait vers le cercueil. La foule s'écarta pour elle automatiquement, les gens s'éloignant avec des condoléances murmurées qu'elle n'entendait pas. Quand Madame Donald atteignit Lolo, elle ne tenta pas de l'attraper ou de la retenir. Elle se contenta de se tenir là. « Lolo, » dit Madame Donald doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi dis-tu ces choses ?» Les yeux sauvages de Lolo se fixèrent sur elle. « Maman, » gémit-elle. « Maman, il vivant. Monsieur James vivant. Pas mort, pas mort. » Lolo, ma chérie, je sais que c'est dur à accepter. Non. Lolo secoua la tête violemment. Pas dur. Vrai. Il respire. Il vivant. Elle poison. Elle a empoisonné Monsieur James. Méchante. Méchante. Madame Donald fixa le cercueil, le visage de son fils si paisible derrière la vitre, et quelque chose dans sa poitrine se tordit. Lolo, dit-elle lentement. Tu dis que James est vivant en ce moment? Lolo hocha la tête frénétiquement. Vivant. Vivant. Sauve-le, maman. S'il te plaît, sauve Monsieur James. Madame Donald ne savait pas ce qui la posséda à cet instant. Le chagrin, la désespérance, l'espoir, mais elle tendit la main vers le couvercle du cercueil et l'ouvrit complètement. James était là, vêtu de son plus beau costume, ses mains croisées sur sa poitrine, ses yeux fermés. Lolo n'hésita pas. Elle plaça ses 2 mains burinées sur la poitrine de James et commença à appuyer, pompant frénétiquement sans rythme, juste avec un amour désespéré. Respire. Respire, Monsieur James. Réveille-toi. La foule observa dans un silence stupéfait. Certains secouaient la tête. D'autres avaient les mains sur la bouche. Madame Donald restait figée, son cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Et puis James toussa. C'était faible au début, à peine audible, mais ensuite il toussa à nouveau, plus fort cette fois. Son corps se convulsa légèrement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous les mains de Lolo. Le cimetière éclata en cris. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment un homme mort a toussé dans son cercueil, et pourquoi une femme folle était la seule à connaître la vérité, il faut remonter. Remonter à 3 mois plus tôt, quand la vie était simple. Quand James Donald était vivant, aimé, et n'avait aucune idée que la mort était déjà versée dans sa tasse. 3 mois plus tôt, James Donald se réveillait chaque matin à 5h30 précise, comme une horloge. Non pas parce qu'il était obligé, il était le PDG de Donald Enterprises. Il pouvait arriver au bureau à midi s'il le voulait, mais parce qu'il aimait sincèrement les matins. Le calme, la tranquillité, la façon dont la gosse retenait son souffle avant le chaos de la journée. À 6h, il enfilait ses chaussures de course, s'étirait sur les marches de l'entrée de la maison Donald, respirant l'air frais du matin. « Tu y vas encore ?» lançait parfois sa mère depuis la porte, enveloppée dans sa robe de soie, une tasse de thé à la main. « Tu sais que tu pourrais utiliser le tapis roulant dans la salle de gym. »« Où est le plaisir là-dedans, maman ?» répondait James avec son sourire caractéristique. « Comment pourrais-je voir le quartier? Parler aux gens. » Et c'était ça, James. Il voulait vraiment parler aux gens, non pas pour réseauter ou maintenir les apparences, mais parce qu'il aimait ça. Chaque matin, il courait à travers Sunrise Estate, et chaque matin, les gens s'illuminaient en le voyant. « Bonjour, Monsieur James », chantaient les gardiens, se mettant au garde à vous. « Bonjour, les gars. Comment était votre nuit ?» Ils ralentissaient pour discuter, demander des nouvelles de leur famille, se souvenir des noms de leurs enfants. « Monsieur James, bonjour. » Oh, Mama Ngozi, qui vendait de l'akara au bord de la route, agitait sa spatule tachée d'huile vers lui. « Bonjour, Mama. Garde-moi un peu d'akara pour mon retour. »« Oui. »« Ah, mais tu ne le manges jamais. Tu le donnes toujours à cette femme parce qu'elle en a plus besoin que moi. » James criait par-dessus son épaule, déjà en train de s'éloigner. Cette femme à laquelle Mama Ngozi faisait référence était Lolo. Tout le monde dans Sunrise Estate connaissait Lolo.
Elle était là depuis aussi longtemps que quiconque pouvait s'en souvenir. Une figure du quartier comme le vieux manguier près des portes ou le nid de poule sur la route principale qui n'était jamais réparé. Personne ne connaissait son vrai nom. Personne ne savait d'où elle venait. Elle était juste Lolo, la folle. Elle vivait dans un petit abri en bois à environ 100 mètres des portes de l'esthète, une structure que le chef Donald avait fait construire 15 ans plus tôt après une énième tentative infructueuse pour loger Lolo correctement. Si elle ne veut pas vivre dans une maison, au moins qu'elle ait un abri contre la pluie, avait-il dit au charpentier. Et rends-le solide. Elle mérite au moins ça. L'abri était simple mais robuste, 4 murs en bois, un toit en tôle, une petite ouverture pour une porte, pas de fenêtre, pas d'électricité, mais c'était à elle, et Lolo semblait s'en contenter. Et chaque matin, sans faute, James passait en courant devant l'abri de Lolo. « Bonjour, Lolo !» Et chaque matin, sans faute, Lolo émergeait, ses cheveux en désordre, sa robe déchirée, son visage s'ouvrant en un sourire édenté. « Bonjour, monsieur James !» C'était leur rituel, leur routine, aussi prévisible que le lever du soleil. Mais la vraie magie se produisait le soir. Chaque jour, à 18 heures précises, Lolo quittait son abri et marchait jusqu'aux portes de l'esthète. Elle se tenait là, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, chaud ou froid, et attendait. Si James était à l'heure, sa voiture arrivait à 18h15. Dès que Lolo apercevait sa Mercedes noire, elle sautait de haut en bas comme une enfant à qui on venait de donner des bonbons, agitant frénétiquement la main. James ralentissait, baissait sa vitre, et lui tendait un sac de plats à emporter. « Poulet frit aujourd'hui, Lolo, ton préféré. »« Merci, monsieur James. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, plein. » Si James était en retard, coincé dans les embouteillages de Lagos ou retenu par une réunion, Lolo attendait. 19h, 20h. 21h, elle restait là, immobile, les yeux fixés sur la route jusqu'à ce que sa voiture apparaisse. Les gardiens avaient essayé de la renvoyer. « Lolo, rentre chez toi. Monsieur James viendra quand il viendra. Tu n'as pas besoin de rester ici. » Mais Lolo secouait la tête obstinément. « J'attends. Monsieur James arrive. J'attends. » Et elle attendait, parfois pendant des heures, jusqu'à ce que James arrive enfin, généralement avec un sourire d'excuse et un sac de nourriture encore plus grand. « Désolé d'être en retard, Lolo. La circulation était infernale aujourd'hui. »« Pas de problème, monsieur James. » Lolo attendre. Lolo toujours attendre. Les gens de l'esthète trouvaient ça étrange. « Pourquoi est-il si gentil avec cette folle ?» murmurait-il. « Tu sais, il lui achète de la nourriture tous les jours. » Tous les jours. Elle ne porte même pas les vêtements qu'il lui donne. Elle les entasse juste dans son abri. C'est du gâchis d'argent, si vous voulez mon avis. Mais personne ne demandait l'avis de James. Et même s'il l'avait fait, il s'en serait moqué. Pour lui, Lolo n'était pas folle. Elle était juste différente. Et elle était la personne la plus loyale qu'il ait jamais rencontrée. « Elle m'attend, maman », avait-il dit à sa mère une fois. Chaque jour, peu importe à quel point je suis en retard, peu importe à quel point elle doit être fatiguée, elle attend. Quand est-ce que quelqu'un dans cette ville a attendu quelqu'un comme ça? Madame Donald avait souri doucement à son fils. « Tu as un bon cœur, James. Comme ton père. » Cette conversation avait eu lieu 2 semaines avant l'AVC du chef Donald. L'AVC était survenu sans avertissement. Un instant, le chef Donald était dans son bureau, examinant les rapports trimestriels. L'instant d'après, il était par terre, son côté gauche complètement paralysé, ses mots brouillés au-delà de la reconnaissance. Les médecins de l'hôpital Lagoon agirent rapidement. Ils le stabilisèrent, firent des tests, prescrivirent des médicaments, mais le pronostic était sombre. L'AVC était sévère, expliqua le docteur Mike, son expression grave. Il aura besoin d'une thérapie physique intensive, et même ainsi, il ne se rétablira peut-être jamais complètement. Le stress de gérer une entreprise. Je suis désolé, chef, mais vos jours de travail sont terminés. Le chef Donald avait pleuré cette nuit-là, non pas à cause de la paralysie, bien que ce fût assez grave, mais parce que Donald Enterprises était sa vie, son héritage, l'empire qu'il avait construit de rien avec le fonds fiduciaire de sa femme et son propre sang et sueur. Que va devenir l'entreprise maintenant? Avait-il murmuré à sa femme, ces mots épais et difficiles. Madame Donald avait pris sa main, sa bonne main, et l'avait serrée doucement. James prendra la relève. Il est prêt. Tu l'as bien formé. Et ainsi, 3 semaines après l'AVC, James Donald devint le PDG de Donald Enterprises. Il avait 32 ans. Le conseil d'administration avait ses doutes. Il est trop jeune, disaient certains. Trop doux, marmonnaient d'autres.
Son père a construit cette entreprise avec une poigne de fer. James, c'est tout sourire et poignée de main. Ils avaient tort. En 6 mois, James avait transformé l'entreprise. Il introduisit de nouvelles technologies, des systèmes basés sur le cloud qui rationalisaient les opérations, des outils d'intelligence artificielle qui amélioraient l'efficacité. Il mit en place des horaires de travail flexibles, des options de télétravail, de meilleurs avantages médicaux. Les employés qui respectaient le chef Donald adoraient James. Il nous écoute vraiment, dit un manager lors d'une réunion du personnel. Il se souvient du nom de ma fille, ajouta un autre. Le PDG se souvient du nom de ma fille. Les profits montaient en flèche. La satisfaction des clients augmentait. Donald Enterprises prospérait sous la direction de James. La vie était belle. Le chef Donald, observant depuis son fauteuil roulant, était fier. Madame Donald, voyant son fils s'épanouir, était reconnaissante. James lui-même était satisfait. Il avait son travail, sa famille, son jogging matinal, son rituel du soir avec Lolo. Tout était parfait. Tout était simple jusqu'au jour où Émilie apparut. C'était un mardi après-midi, le genre de mardi à Lagos où le soleil était trop chaud et la circulation trop dense, et tout le monde était déjà épuisé à midi. Samuel, le gardien, somnolait à son poste quand les coups commencèrent. Bang, bang, bang. Il sursauta, renversant presque sa bouteille de coca. Qui c'est? Il ouvrit la petite fenêtre de la porte et se retrouva face à une femme qui semblait sortie d'un magazine. Elle avait probablement la quarantaine, mais elle le portait bien. Sa robe était de créateur, ajustée, élégante, le genre de chose qui coûtait plus que ce que Samuel gagnait en 6 mois. Ses ongles étaient longs et parfaitement manucurés, peints d'un cramoisi profond. Son maquillage était impeccable, fond de teint, contour, rouge à lèvres assorti à ses ongles, lunettes de soleil de créateur posées sur sa tête comme une couronne. Elle se tenait comme quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. Derrière elle se tenaient 2 adolescents, des jumeaux à en juger par leur apparence, un garçon et une fille, peut-être 14 ou 15 ans. Ils avaient tous deux l'expression maussade et mal à l'aise d'enfants qui ne voulaient pas être là où ils étaient. Et au pied de la femme se trouvait une grande boîte débordant de vêtements. « Je suis ici pour voir mon mari », annonça la femme. Samuel cligna des yeux. « Madame, mon mari, le chef Donald, dites-lui que sa femme est là. » Le cerveau de Samuel bégaya. « Madame, je pense que vous avez la mauvaise adresse. C'est la maison de la famille Donald. » « Oui, mais le chef Donald a déjà une femme, Madame Rebecca Donald. Étagème James n'est pas encore marié. »« Je ne suis pas ici pour James, » interrompit la femme, sa voix tranchante. « Je suis ici pour le chef. Dites-lui qu'Émilie est là. Émilie et ses enfants. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une grenade dont on aurait retiré la goupille. La bouche de Samuel s'ouvrit. « Madame, je pense que je sais ce que je dis. » La voix d'Émilie monta, attirant les regards dans la rue. « C'est la maison de mon mari. Le chef Donald est mon mari. Et ceci, elle désigna théâtralement les adolescents, ce sont ses enfants. Maintenant, ouvrez cette porte avant que je ne commence à faire une scène. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. » Mais Émilie n'avait aucun intérêt à se calmer. Elle recommença à frapper sur la porte, plus fort cette fois, sa voix montant jusqu'à un cri. « Chef Donald. Chef, je sais que tu es là-dedans. C'est Émilie. Je suis là avec tes enfants. » Le vacarme était assez fort pour réveiller les morts. Les voisins regardaient par leurs fenêtres. Quelques personnes dans la rue s'arrêtèrent pour regarder le drame se dérouler. À l'intérieur de la maison, Madame Rebecca Donald arrangeait des fleurs dans le salon quand elle entendit les cris. Elle s'arrêta, sa main tenant encore un lys blanc, son front plissé. « Quel est tout ce bruit ?» murmura-t-elle. James, qui examinait des contrats dans le bureau, l'entendit aussi. Il sortit du bureau en même temps que sa mère sortait du salon. Leurs regards se croisèrent. « Quelqu'un crie à notre porte ?» demanda James. « On dirait, » dit Madame Donald, posant la fleur. « Allons voir ce qui se passe. » Ils marchèrent ensemble vers la porte, mère et fils, totalement impréparés pour ce qu'ils allaient affronter. Quand ils atteignirent la porte, Samuel vibrait presque de stress. « Monsieur, madame, Dieu merci vous êtes là. Cette femme, elle dit qu'elle est la femme du chef, et ses enfants sont les siens, et elle crie pour que j'ouvre la porte. Mais je lui ai dit, dis-lui de venir, dit Madame Donald calmement. Samuel ouvrit la petite fenêtre. Et Madame Donald regarda à travers. La première chose qu'elle remarqua fut la beauté de la femme. Polie, soignée, coûteuse. La deuxième chose fut la détermination brûlante dans les yeux de la femme. « Qui êtes-vous »
demanda Madame Donald, sa voix calme mais froide. Les lèvres d'Émilie se courbèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bonjour, Madame Donald. Je suis Émilie, la deuxième femme de votre mari. Et ce sont ses enfants. Vos beaux enfants, je suppose. Nous sommes ici pour le voir. J'ai entendu qu'il était malade. Le monde bascula. Madame Donald eut l'impression d'avoir été giflée. Sa vision se brouilla sur les bords. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Deuxième femme. Deuxième femme. James s'avança, le visage tendu. Je suis désolé, madame, mais vous devez avoir la mauvaise maison. Mon père n'a pas de deuxième femme. Il est marié à ma mère depuis 40 ans, et je suis fils unique. Émilie rit, un son aigu et cassant. Oh, gentil garçon. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi ne pas demander au chef lui-même? Chef. Chef Donald, viens ici et dis-leur la vérité. Les mains de Madame Donald tremblaient. Elle agrippa la porte pour se stabiliser. Vous devez partir maintenant. Je ne vais nulle part, dit Émilie fermement. Pas avant d'avoir vu mon mari. Pas avant que mes enfants obtiennent ce qu'ils méritent. Nous avons été expulsés de chez nous, Madame Donald. Nous n'avons nulle part où aller, et je serai maudite si mes enfants souffrent parce que leur père était trop lâche pour vous parler de nous. C'est ridicule, dit James, sa voix montant. Mon père n'aurait jamais, n'est-ce pas? Les yeux d'Émilie brillèrent. Tu penses si bien le connaître. Demande-lui pour il y a 15 ans. Demande-lui pour le voyage d'affaires à Abuja. Demande-lui pour l'hôtel Transcorp Hilton. Demande-lui avec qui il a passé cette nuit. Le sang de Madame Donald se glaça car elle se souvenait de ce voyage. Le chef Donald était allé à Abuja pour une négociation de contrat. Il était parti une semaine. Quand il était revenu, il était différent, distant, presque coupable. Elle lui avait demandé si quelque chose n'allait pas. Juste fatigué, avait-il dit, les négociations étaient rudes. Elle l'avait cru. Dieu lui vienne en aide, elle l'avait cru. Ouvre la porte, entendit-elle sa propre voix dire. Maman, commença James. Ouvre-la, répéta-t-elle, la voix creuse. Samuel hésita, puis ouvrit lentement la porte. Émilie entra comme si elle était chez elle, ses jumeaux la suivant, la boîte de vêtements oubliée dans la rue. Madame Donald se retourna et marcha vers la maison sans un mot. James suivit, lançant des regards confus et furieux à Émilie. Ils trouvèrent le chef Donald dans le salon, dans son fauteuil roulant, son infirmière lui lisant un journal. Quand il vit Émilie entrer par la porte, la couleur quitta son visage. « Émilie, murmura-t-il, son discours encore brouillé par l'AVC. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le sourire d'Émilie était triomphant. « Bonjour, chérie. » Surprise. Madame Donald restait parfaitement immobile. « Donc, tu la connais. » Le chef Donald avait les yeux pleins de larmes. « Rebecca, ne. » La voix de Madame Donald était comme de la glace. « Ne prononce pas mon nom maintenant. Dis-moi juste la vérité. Ce qu'elle dit est vrai? Ce sont tes enfants? » Le silence qui suivit était étouffant. Le chef Donald regarda les jumeaux, le garçon avec ses yeux, la fille avec son nez, et quelque chose en lui s'effondra. « Oui, » murmura-t-il. « Ce sont les miens. » Madame Donald émit un son comme un animal blessé. James recula d'un pas, son visage un masque de choc et de trahison, et Émilie, voyant qu'elle avait gagné, s'assit sur le canapé en cuir coûteux et croisa les jambes. « Maintenant, » dit-elle agréablement, « parlons de l'héritage. » Le salon semblait une cocotte minute sur le point d'exploser. Madame Donald restait figée, sa main agrippant le dossier d'une chaise si fort que ses jointures étaient blanches. James avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, son visage pâle, son sourire facile introuvable. Le chef Donald était dans son fauteuil roulant, des larmes coulant sur le côté gauche de son visage, le côté qui ressentait encore. Son côté droit restait paralysé, figé, inutile. Et Émilie était assise sur le canapé comme une reine tenant court, ses jumeaux debout maladroitement derrière elle, visiblement mal à l'aise avec la destruction que causait leur mère. Héritage. Madame Donald retrouva enfin sa voix. Elle sortit comme un murmure, puis gagna en force. « Tu veux parler d'héritage? Mon mari vient de confirmer qu'il a des enfants avec une autre femme. Et tu veux parler d'argent? Ce n'est pas une question d'argent, dit Émilie doucement, bien que ses yeux disaient le contraire. C'est pour mes enfants. Ils méritent de connaître leur père. Ils méritent que leur nom soit reconnu. Reconnu? La voix de Madame Donald se brisa. Ils sont dans ma maison, non? Je dirais qu'ils sont plutôt reconnus. Rebecca, s'il te plaît, tenta le chef Donald.
Ne t'avise pas, Madame Donald leva une main, ne le regardant même pas. Ne t'avise pas de me parler maintenant. Elle se tourna vers Émilie, et quand elle parla à nouveau, sa voix était stable, contrôlée, dangereuse. Depuis combien de temps? Émilie cligna des yeux. Pardon? Depuis combien de temps ça dure? Quand cette liaison a-t-elle commencé? Quand as-tu? Quand a-t-il? Il y a 15 ans, répondit Émilie obligeamment. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Abuja. Ton mari était charmant, prospère. Nous avons pris quelques verres. Une chose en a entraîné une autre. Arrête. La voix de James trancha la pièce comme une lame. Il tremblait, ses mains serrées en poing sur les côtés. Arrêtez de parler. Émilie le regarda avec quelque chose comme de la pitié. Je suis désolée que tu l'apprennes comme ça, mais tu mérites de connaître la vérité. La vérité? James rit, mais il n'y avait aucun humour dedans. La vérité, c'est que tu es une briseuse de ménage qui se pointe chez nous 15 ans plus tard pour exiger de l'argent. Je n'exige rien, dit Émilie calmement. Je m'assure simplement que mes enfants obtiennent ce qui leur revient de droit. Ton père nous a soutenus financièrement pendant des années, mais nous vivions dans le secret, dans la honte. Je ne veux plus ça pour eux. Ils méritent mieux. Ce qu'ils méritent, dit Madame Donald doucement, c'est une mère qui ne les utilise pas comme monnaie d'échange. L'expression soigneusement composée d'Émilie vacilla. Comment oses-tu? Comment j'ose? La voix de Madame Donald monta. Tu as couché avec mon mari. Tu as eu ses enfants, et maintenant tu es dans ma maison, assis sur des meubles que j'ai achetés, respirant l'air que je paye, et tu as l'audace de parler de ce que tes enfants méritent. Les jumeaux bougèrent maladroitement. La fille, qui semblait avoir environ 16 ans avec de longues tresses et les yeux de son père, parla pour la première fois. « Maman, peut-être qu'on devrait partir. »« Nous n'allons nulle part, » claqua Émilie à sa fille. « Pas avant que ce soit réglé. » Le chef Donald émit un son, quelque chose entre un sanglot et un gémissement. Sa bonne main se tendit vers sa femme. « Rebecca, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Pendant un instant, Madame Donald le fixa simplement. 40 ans de mariage, 40 ans à construire une vie ensemble, à construire une entreprise de rien, à élever James, à rêver, à planifier, à faire des promesses. Tout cela s'effondrait en un seul après-midi. Elle s'approcha lentement de son mari, s'agenouilla pour être à son niveau. « Expliquer quoi ?» murmura-t-elle. « Expliquer comment tu es parti en voyage d'affaires et es revenu avec une famille secrète. Expliquer comment tu m'as menti pendant 15 ans. Expliquer comment chaque fois que tu disais je t'aime, tu cachais ça. » Sa voix se brisa. Que pourrais-tu dire qui rendrait tout cela acceptable? Les larmes du chef Donald coulaient plus vite. C'était une erreur. Une nuit, j'avais trop bu. Ne blâme pas l'alcool, dit Madame Donald sèchement. Les hommes utilisent cette excuse pour tout justifier. Tu as fait un choix. Tu as fait plusieurs choix. Coucher avec elle, rester en contact, les soutenir, me mentir. C'étaient tous des choix. Je ne pouvais pas les abandonner, dit le chef Donald désespérément. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai fait un test ADN. Ce sont les miens, Rebecca. Je ne pouvais pas tourner le dos à mes propres enfants. Mais tu pouvais me tourner le dos. Madame Donald se leva, ses jambes tremblantes. Tu pouvais me regarder dans les yeux tous les jours pendant 15 ans et ne pas me dire la vérité. J'avais peur, les mots du chef Donald sortirent brouillés, son AVC rendant la parole difficile. Mais l'émotion était claire. J'avais peur de te perdre. J'avais peur de détruire notre famille. Je pensais pouvoir gérer ça discrètement. Je pensais pouvoir rendre tout le monde heureux. Eh bien, félicitations, dit Madame Donald amèrement. Tu as rendu tout le monde misérable à la place. James n'avait pas bougé de sa place près de la porte. Il fixait son père comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. « Papa, dit-il doucement, toute ma vie, tu m'as dit d'être honnête, d'avoir de l'intégrité, de respecter les gens. Tu étais mon héros, mon modèle. Alors, je voulais être exactement comme toi. » Sa voix se brisa. « Comment as-tu pu faire ça ?» Le visage du chef Donald s'effondra. « Je suis désolé, mon fils. Je suis tellement désolé. Je ne voulais jamais que tu l'apprennes comme ça. Je ne voulais jamais que tu l'apprennes tout court. Alors, tu allais juste mentir pour toujours ?» James secoua la tête. Quel était le plan? L'emporter dans ta tombe? Oui, murmura le chef Donald. Oui, c'était le plan. L'aveu resta suspendu dans l'air comme une confession de meurtre. Émilie s'éclaircit la gorge. Aussi touchante que soit cette session de thérapie familiale, nous n'avons toujours pas discuté de la question importante.
Madame Donald se tourna lentement vers elle. Quelle question serait-ce? La part de mes enfants dans l'entreprise, leur place dans la famille Donald, leur héritage. Leur héritage, répéta Madame Donald. Tu veux qu'il hérite d'une entreprise que j'ai construite avec mon argent? Les yeux d'Émilie se plissèrent. C'est toujours l'entreprise du chef, construite avec mon fonds fiduciaire. La voix de Madame Donald monta jusqu'à un cri. Quand j'ai rencontré ton précieux chef, il n'était personne, un fil de fermier avec de grands rêves et des poches vides. C'est moi qui ai pris le fonds fiduciaire de mon père et l'ai investi dans son idée d'entreprise. C'est moi qui ai travaillé 18 heures par jour à ses côtés pour rendre cette entreprise prospère. Moi, pas lui. Émilie. Le visage d'Émilie était devenu pâle. Alors, ne t'avise pas de t'asseoir dans ma maison et d'exiger une part de ce que j'ai construit, continua Madame Donald, sa voix tremblante de rage. Tes enfants peuvent avoir le nom de leur père s'ils le veulent tant. Mais mon entreprise, sur mon cadavre. Ce n'est pas juste ton entreprise, dit Émilie. Mais il y avait moins de confiance dans sa voix maintenant. Le chef possède la moitié. Le chef ne possède rien, dit Madame Donald froidement. Vérifie les papiers. Vérifie l'enregistrement de l'entreprise. Je possède 51% de Donald Enterprises. J'ai toujours été l'actionnaire majoritaire. Je l'ai juste laissé être PDG parce que je l'aimais, parce que je lui faisais confiance. Eh bien, c'était clairement une erreur. James s'avança, la voix lasse. Tout le monde, s'il vous plaît, pouvons-nous arrêter de nous disputer une seconde? James, commença Madame Donald. Non, maman. Laisse-moi parler. James passa une main dans ses cheveux, paraissant soudain bien plus vieux que 32 ans. C'est insensé. Tout cela. Papa est malade. Le médecin a dit qu'il n'avait plus beaucoup de temps. On ne peut pas passer ses derniers jours à se battre pour l'argent, les parts et l'héritage. Ta mère a commencé, marmonna Émilie. Non, dit James fermement. Tu as commencé quand tu t'es pointé à notre porte en exigeant des choses. Mais je vais mettre fin à ça. Il se tourna vers Émilie. Tu veux que tes enfants soient reconnus? Très bien, ils sont reconnus. Tu veux qu'ils aient une part dans l'entreprise? Très bien, ils peuvent avoir des parts. L'entreprise est assez grande. Il y en a assez pour tout le monde. James, tu ne peux pas être sérieux, dit Madame Donald. Je suis sérieux, dit James doucement. Maman, je sais que tu es blessée. Je le suis aussi, mais ces enfants n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont rien demandé de tout ça. Ils sont innocents dans tout ce gâchis, et ce sont mes frères et sœurs, apparemment. Le mot semblait étrange dans sa bouche. Papa m'a demandé une fois d'être toujours juste, de faire ce qui est bien, même quand c'est difficile. Eh bien, c'est difficile, mais c'est la bonne chose à faire. Madame Donald fixa son fils avec quelque chose comme de l'incrédulité. Tu es trop gentil pour ton propre bien. Peut-être, dit James avec un sourire triste. Mais c'est comme ça que tu m'as élevé. Il se tourna vers Émilie. Voici ce qui va se passer. Tes enfants seront ajoutés au registre familial. Leurs noms seront inclus dans le testament de papa. Ils auront une part dans l'entreprise. Une petite, mais assez pour sécuriser leur avenir. Mais toi, il pointa à Émilie, tu n'as rien. Pas une maison, pas une voiture, pas de part, rien. C'est pour eux, pas pour toi. Le visage d'Émilie se tordit. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, dit James franchement. Tu as brisé un mariage. Tu as gardé des secrets pendant 15 ans. Tu t'es pointé ici en faisant des exigences comme si tu avais le moindre droit d'être ici. Tu as de la chance que je sois prêt à faire même ça. La jumelle parla à nouveau, sa voix faible. Monsieur James, nous ne voulons pas causer de problème. Si c'est trop de soucis, ce n'est pas un souci, dit James doucement. Vous êtes de la famille, et la famille prend soin les uns des autres. Même quand les choses sont compliquées. Le jumeau garçon, qui n'avait pas dit un mot jusqu'à présent, regarda James avec quelque chose comme de l'émerveillement. Merci, murmura-t-il. James hocha la tête. Puis il se tourna vers Émilie. Où loges-tu? Émilie hésita. Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons été expulsés de notre appartement. C'est pourquoi je suis venu ici. James ferma les yeux brièvement, comme s'il priait pour de la patience. Vous pouvez rester ici temporairement, jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. James, non, dit Madame Donald sèchement. Maman, ils n'ont nulle part où aller. Ce n'est pas notre problème. C'est le problème de papa, dit James doucement. Et papa est notre famille. Donc, c'est aussi notre problème. Madame Donald regarda son fils gentil, généreux, trop bon pour ce monde,
et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. « D'accord, dit-elle, la voix creuse. Ils peuvent rester, mais je ne veux pas les voir. Je ne veux pas leur parler. Je ne veux pas qu'ils s'approchent de moi. Compris ?» James hocha la tête. Compris. Il se tourna vers Émilie. Il y a une aile pour les invités à l'est de la maison. Toi et tes enfants pouvez y rester. Samuel vous montrera le chemin. Ne dérangez pas ma mère. Ne faites pas d'exigences et ne poussez pas votre chance. Vous êtes des invités ici, pas de la famille. Souvenez-vous-en. Émilie ouvrit la bouche comme pour protester, puis sembla se raviser. Merci, dit-elle sèchement. Alors que James conduisait Émilie et les jumeaux hors du salon, Madame Donald s'effondra dans un fauteuil. Elle regarda son mari, son traître, son partenaire, l'homme qu'elle avait aimé pendant 40 ans, et ne ressentit rien d'autre que de l'épuisement. « Je ne sais pas si je peux te pardonner pour ça, » murmura-t-elle. Les larmes du chef Donald ne s'étaient pas arrêtées. « Je sais, » dit-il, ses mots brouillés, mais assez clairs. « Je ne sais pas si je peux me pardonner moi-même. » Ils restèrent assis en silence, deux personnes qui avaient construit un empire ensemble, maintenant assises dans les ruines de leur mariage, sans rien à dire. Les semaines suivantes furent tendues. Émilie et les jumeaux emménagèrent dans les laits. Madame Donald les évitait comme s'ils portaient la peste. James faisait de son mieux pour être juste envers tout le monde, ce qui signifiait principalement qu'il était épuisé tout le temps à jouer les médiateurs. La santé du chef Donald continuait de se détériorer. L'AVC avait été sévère, et malgré la thérapie physique et les médicaments, il s'affaiblissait. Les médecins commencèrent à utiliser des phrases comme « temps limité » et « mettez vos affaires en ordre ». James se plongea dans le travail, restant tard au bureau, prenant plus de projets que nécessaire. N'importe quoi pour éviter d'être à la maison où la tension était si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. Mais il n'oubliait jamais son rituel. Du soir. Chaque jour à 18h, peu importe à quel point il était occupé, peu importe son stress, il quittait le bureau et rentrait chez lui. Et chaque jour, Lolo attendait aux portes de l'esthète. « Bonsoir, monsieur James. »« Bonsoir, Lolo. Je t'ai apporté du suya aujourd'hui. Extra épicé, comme tu aimes. »« Merci, monsieur James. Que Dieu te bénisse. » C'était la seule constante dans sa vie, la seule chose qui avait du sens quand tout le reste s'effondrait. Lolo ne savait rien d'Émilie. Elle ne savait rien de la trahison, des enfants secrets ou du drame familial. Elle savait juste que monsieur James était bon, qu'il lui apportait de la nourriture, lui souriait, et la traitait comme si elle comptait. Et en retour, elle l'attendait chaque jour sans faute. C'était la relation la plus pure dans la vie de James. Il n'avait aucune idée à quel point il en dépendrait, ni à quel point cette loyauté finirait par lui sauver la vie. 3 semaines après l'emménagement d'Émilie, le chef Donald convoqua une réunion familiale. Il avait l'air terrible, émacié, pâle, les yeux enfoncés. Même respirer semblait demander un effort. « J'ai besoin de mettre à jour mon testament, » dit-il, son discours laborieux. James a raison. Les enfants doivent être inclus. Madame Donald ne dit rien. Elle était assise dans un coin de la pièce, le visage masqué, fixant le vide. L'avocat fut appelé. Des documents furent préparés. Le testament du chef Donald fut modifié pour inclure les jumeaux, 5% des parts de l'entreprise chacun, pris sur sa propre part. Madame Donald conserva ses 50%. James avait 40%. Les jumeaux avaient maintenant 10% entre eux. Émilie ne reçut rien sauf une allocation mensuelle de 1 million de Naira à vie. Quand l'avocat lut les termes, le visage d'Émilie se figea. 1 million de Naira, dit-elle prudemment. C'est tout. C'est plus que généreux, dit l'avocat. C'est une allocation à vie, madame. Mademoiselle. Émilie corrigea vivement. C'est mademoiselle Émilie. L'avocat continua. Le chef a été très juste. Juste serait de me donner une maison, interrompit Émilie. Juste serait de me donner des parts. J'étais avec lui pendant 15 ans. Tu étais sa maîtresse pendant 15 ans, dit madame Donald, parlant pour la première fois. Il y a une différence. Les yeux d'Émilie flamboyèrent. Je lui ai donné des enfants. Moi aussi, dit madame Donald froidement. Je lui ai aussi donné une entreprise. Une vie, 40 ans de loyauté. Qu'est-ce que tu lui as donné à part des chagrins? La pièce devint silencieuse. Le chef Donald regarda entre sa femme et sa maîtresse, et pour la première fois, sembla vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé pour tout le monde. J'ai tout détruit. » James se leva brusquement. « Le testament est fait. Les enfants sont pris en charge.
Pouvons-nous, s'il vous plaît, juste essayer d'avoir un peu de paix dans cette maison? Papa est en train de mourir. Ne voulons-nous pas que ces derniers jours soient paisibles? Les yeux de Madame Donald se remplirent de larmes pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé. Je ne sais plus ce que je veux, murmura-t-elle. James traversa la pièce et prit sa mère dans ses bras. Elle s'effondra contre lui, se laissant enfin aller à craquer. Et de l'autre côté de la pièce, Émilie observait avec des yeux calculateurs. Elle avait obtenu une partie de ce qu'elle voulait, mais pas tout. Loin de là. Elle regarda Madame Donald avec ses vêtements de créateur, ses bijoux, sa part de 50% dans une entreprise de plusieurs milliards, et sentit l'envie brûler dans sa poitrine comme de l'acide. Ça aurait pu être elle. Ça aurait dû être elle. Si seulement le chef n'avait pas été si lâche. Si seulement il avait quitté sa femme comme Émilie l'avait voulu. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait choisi Rebecca. Toujours Rebecca. Eh bien, pensa Émilie, regardant Madame Donald pleurer dans les bras de son fils. Il y avait d'autres moyens d'obtenir ce qu'elle voulait. Il suffisait d'être patiente, intelligente et impitoyable. Le chef Donald mourut 6 semaines plus tard. Ce fut une mort calme, paisible. Le médecin dit qu'il s'était simplement endormi une nuit et ne s'était pas réveillé. La famille était dévastée. Madame Donald, malgré tout, l'avait aimé. Elle lui avait pardonné durant ces dernières semaines, ne pouvant supporter l'idée qu'il meure sans savoir qu'elle l'aimait encore, même si elle ne lui faisait plus confiance. James était anéanti. Son père, son héros, son mentor étaient partis. Et leurs derniers mois ensemble avaient été entachés par la trahison et les secrets. Même Émilie pleura à l'enterrement, bien que personne ne puisse dire si c'était par chagrin sincère ou par performance. L'enterrement fut suivi par des centaines de personnes. Le chef Donald était bien connu, respecté. Des gens vinrent de tout Lagos pour rendre hommage. Après l'enterrement, la famille rentra à la maison en silence. Le poids de la perte pesait lourdement sur la maison. Émilie se retira dans sa chambre dans l'aile avec ses jumeaux, son visage soigneusement arrangé en deuil. Mais une fois la porte fermée derrière elle, le masque tomba. Elle s'assit sur le bord du lit, fixant ses ongles manucurés, son esprit en ébullition. Le chef était mort. Le testament avait déjà été lu de son vivant. Les termes étaient définitifs. Madame Donald avait toutes les propriétés et 50% de l'entreprise. James avait 40%. Ses enfants avaient 5% chacun. Et elle avait une allocation mensuelle de 1 million de Naira. 1 million de Naira. Les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Elle regarda autour de la chambre d'amis. Magnifique, oui, mais pas à elle. Rien dans cette maison ne lui appartenait. Les meubles, les œuvres d'art sur les murs, le toit même au-dessus de sa tête, tout appartenait à Rebecca Donald. Émilie avait joué le long jeu. Elle avait attendu 15 ans, croyant qu'un jour le chef quitterait sa femme, qu'un jour elle deviendrait la première femme, la seule femme, celle avec le pouvoir, l'argent et le respect. Mais il n'avait jamais quitté Rebecca. Pas même quand Émilie avait menacé de le dénoncer. Pas même quand elle avait pleuré, supplié, et lui avait dit qu'elle l'aimait. Il avait toujours choisi Rebecca. Et maintenant il était mort. Et Rebecca avait toujours tout. Émilie se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les vastes terrains de la propriété Donald, les pelouses bien entretenues, la fontaine, les voitures de luxe garées dans l'allée. Ça aurait dû être à elle. Sa mâchoire se serra. Eh bien, le chef l'avait peut-être laissé tomber, mais cela ne signifiait pas que le jeu était fini. Rebecca était vieille, fatiguée, en deuil, et James, doux, gentil, naïf James, était trop bon pour son propre bien. Les lèvres d'Émilie se courbèrent en un sourire lent. Il y avait d'autres moyens d'obtenir ce qu'elle voulait. Il suffisait d'être patiente, intelligente et impitoyable. Ses yeux se posèrent sur la bouteille de somnifère que le docteur Mike lui avait prescrit des semaines plus tôt lorsqu'elle s'était plainte d'insomnie. Docteur Mike. Voilà une pensée intéressante. Le docteur Mike était le médecin de la famille Donald depuis 30 ans. Il avait accès à tout, dossiers médicaux, ordonnances, la confiance totale de la famille. Et Émilie avait remarqué quelque chose pendant les dernières semaines du chef. Quelque chose dans la façon dont les mains du docteur Mike tremblaient. Lorsqu'il écrivait des ordonnances. Quelque chose dans la façon dont il évitait le contact visuel. Quelque chose de désespéré dans son comportement. Émilie avait grandi dans la pauvreté. Elle savait à quoi ressemblait le désespoir, et les gens désespérés pouvaient être utiles. Elle prit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'elle trouve le numéro que le docteur Mike lui avait donné des mois plus tôt. « Juste au cas où vous auriez besoin de quelque chose », avait-il dit. Elle fixa le numéro un long moment, puis posa le téléphone. « Pas encore. »
Elle devait être intelligente à ce sujet, stratégique. D'abord, elle devait sécuriser sa position dans la maison. Se rendre indispensable. S'assurer qu'il ne puisse pas simplement la jeter dehors. Une fois que le choc initial de la mort du chef serait passé, alors elle pourrait commencer la phase 2. Émilie marcha jusqu'à son placard et sortit une robe noire simple, modeste, appropriée pour le deuil. Elle devait jouer le rôle de la presque veuve en deuil, la mère dévouée qui essayait juste de faire ce qu'il fallait pour ses enfants. Elle devait faire en sorte que James lui fasse confiance. Et une fois qu'elle aurait sa confiance, eh bien, tout était possible. 2 semaines après l'enterrement, Émilie fit son premier mouvement. Elle commença petit, subtilement. « James », dit-elle un matin, le croisant dans le couloir avant qu'il ne parte au travail. « As-tu un moment ?» James s'arrêta, sa mallette à la main, le visage fatigué. Les dernières semaines l'avaient vieilli. « Qu'y a-t-il, Émilie ?»« Je voulais juste dire merci, » dit-elle doucement, « pour tout ce que tu as fait pour mes enfants, pour nous avoir laissés rester ici, pour leur avoir donné une chance à une vie meilleure. Je sais que je suis arrivée comme un ouragan, faisant des exigences, causant du chaos. Je suis désolée pour ça. J'étais désespérée, mais tu n'as été que gentil, et je veux que tu saches que je l'apprécie. » James parut surpris. C'était la première fois qu'Émilie montrait de l'humilité depuis son arrivée. « C'est bon, » dit-il prudemment. « Ce sont de la famille. »« Ils le sont, » acquiesça Émilie. « Et moi aussi, en quelque sorte. Je sais que ta mère ne le voit pas comme ça, et je comprends. Vraiment. Mais j'espère qu'un jour nous pourrons tous trouver un moyen de coexister pacifiquement pour le bien des enfants. » James s'adoucit légèrement. C'était ce qu'il avait toujours voulu. La paix dans la maison. « J'aimerais ça, » admit-il. Émilie sourit. Chaleureux, sincère, parfait. Bien, parce que je veux aider. Je sais que cette maison a été chaotique. Je sais que le personnel est surmené. Je me disais que je pourrais aider à gérer les choses. Enlever un peu de poids des épaules de ta mère. Elle est en deuil, et je sais qu'elle ne veut pas s'occuper des affaires domestiques en ce moment. James hésita. D'un côté, sa mère détesterait probablement l'idée qu'Émilie prenne en charge quoi que ce soit. De l'autre, sa mère était à peine sortie de sa chambre depuis 2 semaines, et la maison commençait à tomber en désordre. « Laisse-moi lui parler, » dit James finalement. « Bien sûr, » dit Émilie gentiment. « Je ne veux pas dépasser les bornes. Je veux juste aider. » Alors que James s'éloignait, le sourire d'Émilie s'élargit. Phase interminée. Madame Donald, comme prévu, détesta l'idée. « Absolument pas, » dit-elle depuis son lit, où elle passait la plupart de son temps depuis l'enterrement. « Je ne veux pas que cette femme dirige ma maison. »« Maman, quelqu'un doit le faire, » dit James doucement. « Le personnel est confus avec les horaires. Les factures ne sont pas payées à temps. La maison tombe en ruine. Alors, occupe-t'en. Je dirige une entreprise, » rappela James. « Je suis au bureau 12 heures par jour. Je n'ai pas le temps de gérer les affaires domestiques. » Madame Donald ferma les yeux. Elle savait qu'il avait raison. Mais l'idée qu'Émilie, la maîtresse du chef, dirige sa maison lui retournait l'estomac. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais je ne veux pas la voir. Je ne veux pas l'entendre. Elle peut gérer le personnel, mais elle reste loin de moi. »« Marché conclu, » dit James, soulagé. Et juste comme ça, Émilie avait du pouvoir dans la maison Donald. Elle commença petit, réorganisant la cuisine, ajustant les horaires du personnel, s'assurant que tout fonctionnait sans accroc. Le personnel, initialement méfiant envers elle, commença à se réchauffer. Elle était efficace, organisée. Elle écoutait vraiment leurs préoccupations, ce que Madame Donald, dans son deuil, ne faisait pas. « Mademoiselle Émilie n'est pas si mal », remarqua la cuisinière au jardinier un jour. « Mieux que Madame ces jours-ci », acquiesça le jardinier. « Au moins, elle nous parle. » Émilie entendit les murmures et sourit. Elle se rendait essentielle, irremplaçable. Et une fois qu'elle aurait le contrôle total de la maison, une fois que le personnel lui ferait plus confiance qu'à Madame Donald, alors elle pourrait passer à la phase 2. Cela commença avec le thé. James avait toujours été une créature d'habitude. Chaque soir en rentrant du travail, il prenait une tasse de thé à la camomille avant le dîner. Ça l'aidait à se détendre, disait-il. Ça l'aidait à dormir. Émilie remarqua cette routine et décida de se rendre utile. « Je vais préparer le thé de Monsieur James », dit-elle au personnel de cuisine un soir. « Vous avez assez à faire. » La cuisinière, reconnaissante d'avoir une tâche de moins, accepta avec plaisir. Émilie prépara le thé parfaitement, camomille avec une touche de miel, exactement comme James l'aimait. Elle le lui servit avec un sourire. « Merci, Émilie, »
dit James, surpris. Tu n'avais pas à faire ça. Je veux aider, dit Emily chaleureusement. Tu as été si bon avec mes enfants. C'est le moins que je puisse faire. James but le thé et sourit. C'est parfait. Merci. Emily le regarda boire, son expression agréable, son esprit calculateur. Pour l'instant, le thé n'était que du thé. Mais bientôt, ce serait autre chose. Elle avait juste besoin d'une dernière pièce du puzzle. Elle avait besoin du Dr Mike. 3 semaines après l'enterrement du chef Donald, Emily appela le Dr Mike. « Bonjour. » Sa voix semblait fatiguée, stressée. « Dr Mike, c'est Emily. Je me demandais si vous aviez le temps de vous rencontrer. J'ai de nouveau des troubles du sommeil, et j'aimerais discuter de mon ordonnance. » Il y eut une pause. « Je peux envoyer l'ordonnance à votre pharmacie. Je préférerais en discuter en personne, » dit Emily doucement. « Peut-être pourrions-nous prendre un café. Je connais un endroit calme près de l'esthète. » Une autre pause. Plus longue cette fois. « D'accord, » dit finalement le Dr Mike. « Demain après-midi. » « Parfait, » ronronna Emily. « Je vous enverrai l'adresse. » Elle raccrocha et sourit. Le jeu allait commencer. Le lendemain, Emily composa à nouveau le numéro du Dr Mike. « Dr Mike, c'est Emily. J'ai besoin de vous voir de toute urgence. » Il y eut une pause à l'autre bout. « De quoi s'agit-il ? » « Je ne peux pas en discuter au téléphone, » dit Emily prudemment. « Nous devons nous rencontrer. C'est important. Nous pourrions nous rencontrer à l'extérieur de l'esthète, un café peut-être, ou mon bureau. » « Non, » interrompit Emily fermement. « Cela éveillerait des soupçons. Les gens se demanderaient pourquoi nous nous rencontrons si peu de temps après la mort du chef. Rencontrons-nous à l'intérieur de l'esthète, dans un endroit calme. Je sortirai discrètement. De la maison, je ferai semblant d'aller me promener. Ça ne paraîtra pas suspect du tout. Ce sera bref. Il y a quelque chose d'important que je ne peux pas partager au téléphone et dont j'ai besoin de vous parler. » Le docteur Mike hésita. « D'accord. Où ? » « Il y a un petit kiosque près des portes d'entrée de l'esthète, juste à l'extérieur. Vous le connaissez ? Oui. Retrouvez-moi là-bas ce soir. 18 heures, garez-vous dans la rue à l'extérieur des portes et marchez jusqu'au kiosque. Ce sera rapide. D'accord, dit le docteur Mike, la voix tendue. 18 heures, Emily raccrocha et sourit. Ce soir-là, Emily se changea en vêtements décontractés, un jean et un chemisier simple. Elle dit au personnel de maison qu'elle allait se promener. « J'ai besoin d'air, » dit-elle avec un sourire fatigué. « Me vider la tête un peu. Le deuil, vous savez. » Le personnel hocha la tête avec sympathie et la laissa partir. Elle marcha nonchalamment à travers l'esthète, prenant son temps, saluant quelques voisins qu'elle croisait. Pour quiconque regardait, elle n'était qu'une femme prenant une promenade du soir pour faire face à sa perte. Quand elle atteignit les portes d'entrée, elle les franchit et se dirigea vers le petit kiosque en bois situé à environ 50 mètres sur la route. C'était une structure simple qui vendait des boissons gazeuses et des collations pendant la journée. Mais le soir, elle était toujours fermée, son volet métallique baissé. Le propriétaire était parti depuis longtemps. La zone était calme, déserte, personne autour. Parfait. Emily se tenait près du kiosque, faisant semblant de regarder son téléphone pendant qu'elle attendait. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait aucun moyen de savoir, c'était que juste à l'intérieur des portes de l'esthète, partiellement visible depuis la route, se trouvait un modeste abri en bois. La maison de Lolo. Le chef Donald l'avait construit pour elle il y a 15 ans. 4 murs en bois robuste, un toit en tôle pour protéger de la pluie, et une petite ouverture pour une porte. Simple mais solide. Il était positionné près de la porte pour que Lolo puisse voir tout le monde aller et venir, pour qu'elle puisse attendre Monsieur James tous les jours. Et à ce moment précis, Lolo était à l'intérieur, allongée sur son mince tapis, se reposant après la chaleur de la journée. Elle entendit des voix à proximité, très près de son abri. Lolo se figea, écoutant. Quelques minutes plus tard, le docteur Mike apparut, marchant rapidement depuis l'endroit où il avait garé sa voiture dans la rue. Il semblait nerveux, ses yeux balayant les environs. « Emily » dit-il doucement en la rejoignant au kiosque. « Merci d'être venue » répondit Emily, jetant un coup d'œil pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Soyons brefs. De quoi s'agit-il » demanda le docteur Mike, la voix tendue. Emily regarda encore autour d'elle, puis parla à voix basse. « Je vais être directe, docteur. Je sais pour votre problème de jeu. » Le visage du docteur Mike devint pâle. « Je ne sais pas de quoi. » Flamingo Casino, interrompit Emily. « Vous leur devez environ 8 millions de Nera,
peut-être plus maintenant, avec les intérêts qu'il facture. À l'intérieur de l'abri, Lolo écoutait. La mâchoire du docteur Mike se serra. « Comment avez-vous? »« J'ai des amis qui savent des choses, » dit Emily simplement. « Et j'ai payé votre dette. Il y a 3 jours, 8 millions de Naira. Vous êtes libre maintenant. » Le docteur Mike la fixa. « Pourquoi feriez-vous ça? »« Parce que j'ai besoin de votre aide, » dit Emily. « Et maintenant, vous me devez quelque chose. »« Je ne vais pas. »« Oui, vous allez, » dit Emily fermement. « Parce que si vous ne le faites pas, je m'assurerai que tout le monde sache pour votre problème de jeu, le conseil médical, vos patients, la famille Donald. Votre réputation sera détruite, et je vous poursuivrai pour ces 8 millions de Naira. Vous perdrez tout, votre cabinet, votre licence, votre liberté. » Les mains du docteur Mike se serrèrent en poing. « Que voulez-vous? »« Je veux ce qui aurait dû être à moi, » dit Emily. Rebecca Donald a tout. Les maisons, l'entreprise, la richesse, le respect. J'ai été la femme cachée, secrète, pendant 15 ans. Eh bien, plus maintenant. Je vais prendre ce que je mérite. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? James, dit Emily simplement. À l'intérieur de l'abri, Lolo entendit le nom. Monsieur James. Qu'en est-il de James? Demanda le docteur Mike prudemment. J'ai besoin qu'il soit incapacitant, dit Emily. Pas mort, pas immédiatement, juste assez malade pour ne plus pouvoir diriger l'entreprise. Assez malade pour que des questions se posent sur sa capacité à diriger. Quand il sera à son plus faible, quand le conseil commencera à douter de lui, je m'imposerai. Mes enfants hériteront de ses parts, et je gérerai tout jusqu'à ce qu'il soit majeur. Il y eut un long silence. Vous voulez que je le rende malade? Dit le docteur Mike lentement. Vous voulez que je l'empoisonne? Je veux que vous m'aidiez, corrigea Emily. Il doit y avoir quelque chose, un composé, un médicament qui causerait des symptômes progressivement. Quelque chose qui ressemble à une maladie naturelle. Stress, fatigue, hypertension. Rien qui le tuerait immédiatement, juste quelque chose pour l'affaiblir avec le temps, le faire dépérir lentement jusqu'à ce qu'il soit trop faible pour riposter. À l'intérieur de son abri, Lolo entendit tout. Il y a quelque chose, dit finalement le docteur Mike, la voix creuse. Un composé, très rare. Il ralentit le rythme cardiaque progressivement, cause des maux de tête, des vertiges, de la fatigue. Les symptômes ressemblent au stress. En petite dose sur le temps, il est presque indétectable. Le système immunitaire s'affaiblit. La personne s'éteint simplement. Parfait, souffla Emily. Pouvez-vous l'obtenir? J'ai des contacts. Des contacts de recherche médicale, mais ça prendra quelques jours. Combien de temps? 3 jours, peut-être 4. Obtenez-le, ordonna Emily. Et quand James commencera à tomber malade, je vous appellerai pour l'examiner. Vous ne trouverez rien d'anormal, bien sûr, juste du stress, du chagrin d'avoir perdu son père, du surmenage, tout à fait normal. Et quand il empirera, vous ferez plus de tests qui reviendront non concluants. Vous serez le médecin de famille préoccupé faisant tout son possible, mais malheureusement, la médecine ne peut pas comprendre ce qui ne va pas. D'ici à ce que quelqu'un pense à regarder plus loin, il sera trop tard. C'est mal. C'est la survie, dit Emily froidement. Et vous me devez 8 millions de Naira. Alors, à moins que vous ne vouliez tout perdre, vous ferez exactement ce que je dis. Nous sommes ensemble maintenant, docteur. Le docteur Mike ne dit rien. Après un long moment, il se retourna et s'éloigna. Emily regarda encore autour d'elle, satisfaite que personne ne les ait vus, puis rentra dans l'esthète. À l'intérieur de l'abri, Lolo était assise dans l'obscurité. Elle avait tout entendu, tout ce qu'ils avaient dit sur Monsieur James. 3 jours plus tard, le docteur Mike envoya un message à Emily. Colis prêt. Ce soir-là, Emily partit pour une autre promenade. Elle rencontra le docteur Mike au même endroit près du kiosque. Cette fois, leur rencontre fut encore plus brève. Le docteur Mike lui tendit un petit flacon en verre. Le liquide à l'intérieur était clair comme de l'eau. « Combien ?» demanda Emily. 3 gouttes, dit le docteur Mike. Mélangez-le dans un liquide, thé, jus, n'importe quoi. 1 fois par jour, pas plus, sinon. Les symptômes apparaîtront trop rapidement. Emily prit le flacon et le glissa dans sa poche. « Merci, docteur. » Le docteur Mike ne dit rien. Il se retourna et s'éloigna. Emily rentra dans l'esthète, un sourire sur le visage. Emily commença cette nuit-là. Depuis des semaines, elle préparait le thé à la camomille du soir de James. Le personnel s'était habitué à ce qu'elle prenne en charge cette tâche.
Cette nuit-là, quand Emily prépara le thé de James dans la cuisine, elle attendit que personne ne regarde. Puis elle sortit le petit flacon et ajouta soigneusement 3 gouttes dans la tasse. Le liquide se dissout instantanément. Pas de traces, pas d'odeur, pas de changement de couleur. Elle porta le thé au bureau de James. « Ton thé, James, dit-elle chaleureusement. James leva les yeux de son travail et sourit. « Merci, Emily. Tu es une sauveuse. » Il but le thé. Emily observa, puis partit. Pendant les 3 premiers jours, rien ne se passa. James suivait sa routine normalement. Jogging matinal, travail, thé du soir. Au 4e jour, il mentionna à sa mère qu'il avait mal à la tête. Probablement le stress, dit Madame Donald. Oui, probablement, acquiesça James. Emily continua d'ajouter 3 gouttes chaque soir. À la 2e semaine, James souffrait de maux de tête fréquents et de vertiges. Je pense que je devrais voir le docteur Mike, dit-il à sa mère. Le docteur Mike fut appelé à la maison. Il examina James minutieusement. Tout semble normal, dit le docteur Mike. Juste du stress. Tu as repris une grande entreprise et perdu ton père. Essaie de te reposer. James hocha la tête, soulagé, mais il n'allait pas mieux. À la 3e semaine, il pouvait à peine fonctionner. Les maux de tête étaient constants. Les vertiges étaient sévères. La fatigue était écrasante. Ils l'emmenèrent dans différents hôpitaux. Chaque médecin faisait des tests. Chaque médecin ne trouvait rien. À la 5e semaine, James s'effondra pendant une réunion du conseil. Il fut conduit d'urgence à l'hôpital. Plus de tests. Rien. Épuisement extrême, dit le médecin. Vous avez besoin de repos complet. James fut renvoyé chez lui. Emily continua de lui apporter son thé tous les soirs avec 3 gouttes de poison. Un vendredi soir, 6 semaines après le début de l'empoisonnement, James rentra tôt, à peine capable de tenir debout. Il alla directement dans sa chambre. Emily lui apporta son thé. « Bois ça, dit-elle gentiment. Ça t'aidera à dormir. » James but tout. Cette nuit-là, Emily avait ajouté 6 gouttes, le double de la dose. À 6 heures, quand Madame Donald alla voir James, elle le trouva inconscient, respirant à peine. Elle cria. Une ambulance fut appelée. James fut conduit d'urgence à l'hôpital. Le docteur Mike l'examina. Puis il sortit, le visage grave. « Je suis tellement désolé, Madame Donald. » Et il dit, « James est parti. » Le cri de Madame Donald résonna dans l'hôpital. « Non, pas mon fils. » Le docteur Mike remplit le certificat de décès. Heure du décès, 3h47. Cause, arrêt cardiaque. James Donald était mort. Emily se tenait dans un coin, son visage arrangé en deuil, mais à l'intérieur, elle souriait. L'enterrement fut programmé pour 3 jours plus tard. Pendant 3 jours, Lolo attendit aux portes de l'esthète. Chaque matin, chaque soir, attendant Monsieur James, mais il ne venait jamais. Elle essaya de demander aux gens, mais il la repoussait. Puis elle entendit les gens parler. L'enterrement est demain. Ils l'enterrent au cimetière. Les yeux de Lolo s'écarquillèrent. Ils allaient enterrer Monsieur James, mais Monsieur James n'était pas mort. Elle avait entendu le plan de la femme méchante. Le poison était censé le rendre faible, le faire dépérir.